Vous avez vu? J'ai pas rêvé, c'était bien Zidane, dans le métro. C'est quand même incroyable. En même temps, qu'est-ce qui n'a pas été incroyable durant ces Jeux Olympiques, les stades iconiques, l'ambiance invraisemblable. Mais le plus fort reste quand même les chiffres de régularité du RERC. C'est simple, 99% de trains à l'heure, c'est du jamais vu. C'en est tellement invraisemblable que j'ai oublié de vous saluer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Parigo post-JO dans lequel nous allons notamment décortiquer ce cocktail gagnant. Cette potion magique administrée à nos métros et RER durant cet été olympique. Avec cette question, peut-on prolonger l'état de grâce? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. Des métros à l'heure, des RER en veux-tu, en voilà. Comme par magie, nos transports en commun ont oublié tous leurs soucis cet été. Par quel miracle Parigo mène l'enquête. Prolonger cet état de grâce tout au long de l'année, voilà qui nous ferait tous un bien fou, mais est-ce possible? Entretien vérité avec le vice-président d'Île-de-France Mobilité. Côté automobiliste, l'héritage des JO est sans doute moins enthousiasmant. La ville de Paris veut transformer la voie olympique du périph' en voie réservée au covoiturage et multiplier les zones piétonnes comme devant la Tour Eiffel. Et forcément, ça grince. Enfin, nous nous interrogerons sur l'incroyable succès du vélo cet été. C'est simple, il n'y a jamais eu autant de cyclistes dans la capitale, plus 34% par rapport à l'été dernier. Alors ces JO, nouveau déclic ou simple parenthèse? Entretien avec le directeur général de l'AIME France. Vous vous souvenez de ce Navigo rouge? Eh bien, c'est un véritable couteau suisse. Il a servi, par exemple, d'écran de visée à une pentathlète allemande. Et moi, il va me servir à fixer cette vraie fausse plaque commémorative. On se demandait d'ailleurs si cette apparition christique n'est pas directement à l'origine du miracle dans le métro cet été. Confirmation ou pas avec Mathieu Caillot. Semaine de rentrée pendant les Jeux paralympiques, touristes franciliens et 180 000 élèves sont attendus dans les transports parisiens. À la gare des Invalides, les voici accueillis par des agents de la SNCF. J'ai un groupe d'école qui souhaite aller à la Tour Eiffel. Ok, on est en bas et on arrive. On a été accueillis à la gare Saint-Lazare, on a été accueillis dans le métro, on a été accueillis dans le RER, on a été accueillis au Stade de France. Enfin, on est accueillis partout où on arrive et on nous accueille vraiment de façon extraordinaire. Ils sont nombreux à le saluer. Les transports franciliens ont relevé le défi des JO. La clé du succès, c'est 5000 agents supplémentaires déployés sur les points stratégiques. Des embauches de prestataires et des agents volontaires de la SNCF, comme Mathieu, qui travaille habituellement dans un bureau. Vraiment, tout a été fait, tout a été pensé. On a fait des exercices en amont pendant tous ces derniers mois avant les Jeux Olympiques. C'est toute la SNCF, en fait, tous les gens des bureaux qui sont sortis, qui sont venus travailler avec nous sur le terrain pour accueillir au mieux, en fait, tous les touristes, tous les gens qui sont venus pour les Jeux Olympiques. Autre raison de ce succès, l'anticipation des travaux notamment qui ont permis de faire fonctionner des lignes habituellement fermées l'été. Fréquence et ponctualité exemplaires, comment poursuivre dans cette voie? Mettre plus de trains ou plus d'agents aura forcément un coût. Peut-être si ça contribue, s'il faut augmenter de 3, 4, 5% le prix des tickets et des passes Navigo pour avoir un service de meilleure qualité, ça se regarde. Les gens ne nous disent pas je veux des transports gratuits, les gens nous disent je veux des transports fiables, qui soient à l'heure où j'en ai besoin, dans lesquels je ne sois pas trop bondé et dans lesquels ce soit assez sûr. Donc en fait, il y a beaucoup plus une demande de qualité qu'une demande de prix bas. 250 millions d'euros ont été dépensés pour ces JO dans les transports. Pour les élus d'opposition, ce surcoût peut être pérennisé en faisant contribuer davantage les entreprises que les usagers. Aujourd'hui, Valérie Pécresse bloque cette clé de répartition avec une contribution à 50% des entreprises. Eh bien, il faut l'augmenter et certainement la passer à 60-70% s'il faut, pour faire en sorte que la billettique, elle, n'augmente pas. À noter également la coopération accrue entre tous les acteurs du transport. Une parenthèse enchantée qu'il sera difficile de voir se refermer. Bonjour Bernard Delasteri. Bonjour Bertrand Lambert. Vous êtes vice-président d'Île-de-France Mobilité. Alors on vient de le voir dans le reportage. On a passé un incroyable été du côté de nos transports en commun, une parenthèse olympique fantastique grâce à une meilleure coordination et à des moyens financiers et humains sans commune mesure avec ce qui se fait au quotidien. Ça a coûté à peu près 250 millions d'euros. Mais on a envie que ça dure aussi, au quotidien pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut garder concrètement de ce cocktail gagnant?
Vous l'avez dit, les Jeux Olympiques se sont très bien passés d'un point de vue transport en commun pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu un gros travail d'anticipation pendant plusieurs années et ça se symbolise notamment par le centre de crise, le SECOS, installé à la préfecture de police pour permettre à toutes les équipes de sécurité d'être présentes à un seul endroit et d'avoir une vision sur tout ce qui se passe sur l'ensemble du réseau à un instant T. Ça, c'est essentiel. Ça reste après les JO. Et puis aussi de nombreux moyens supplémentaires. Je pense aux brigades cynophiles. On a recruté 16 équipes cynophiles supplémentaires. Elles vont donc rester en plus des 50 qui existaient déjà. Et ces 16 équipes vont rester sur l'ensemble du réseau. Ça va permettre d'avoir des temps d'intervention beaucoup plus rapides quand notamment un bagage est abandonné en station ou en rame. Et donc là, beaucoup moins de nuisances pour les gens. Alors, ce qui a été frappant également pendant ces Jeux, c'est la forte présence humaine avec ces fameux gilets violets. Il y en avait 10 000, 4 000 du côté de la RATP et 6 000 du côté de la SNCF, qui permettait d'aiguiller tout le monde, de renforcer la présence humaine, d'aider par exemple à réenclencher un signal d'alarme, à évacuer quelqu'un qui commençait à faire un malaise dans une arme, bref, à gagner du temps. Dès qu'il y avait le moindre petit incident, est-ce qu'on ne peut pas aussi, de ce côté-là, conserver quelque chose ? Ces gilets violets, on les a tous vus, c'était très sympathique, très avenant. Ils ont fait un boulot remarquable pendant les Jeux Olympiques, je les remercier, et notamment un travail d'orientation pour toutes ces personnes qui ne connaissaient pas le réseau de transport francilien. C'est objectivement moins un besoin au quotidien, quand vous faites votre trajet quotidien, que vous faites 200 jours par an, d'avoir quelqu'un qui vous guide où est le bon quai, quelle est la bonne direction. Donc ça, ce public-là est moins utile, mais par exemple, ce qui est utile, c'est les conducteurs. On a recruté 250 conducteurs de métro supplémentaires pour pouvoir faire face à l'afflux JO. Ces postes-là, ils vont rester dans l'entreprise. Et ça, c'est très important. Vous voyez, c'est vraiment sur ces métiers-là sur lesquels on a une valeur ajoutée. Là où il y a eu aussi une vraie différence, c'est du côté de la maintenance préventive, avec ces équipes positionnées à la fois côté RATP et côté SNCF, qui ont fait une vraie différence dès qu'il y avait le moindre petit incident, grâce notamment à la présence de tous ceux qui font normalement des travaux de nuit, notamment du côté de la SNCF, travaux qui étaient arrêtés pendant ces Jeux Olympiques. Du coup, il y avait une présence en plus et du coup, les incidents étaient réglés plus rapidement. Est-ce qu'on ne se dit pas que maintenant que les travaux vont reprendre, il faudrait peut-être recruter plus de mainteneurs pour permettre justement à ces trains vieillots qui, soi-disant, ne circulaient pas ou très mal parce qu'ils étaient trop âgés, d'être mieux entretenus? C'est vrai qu'on a eu un été assez exceptionnel. On a fait 0 travaux sur le réseau tout l'été. Ça n'arrive jamais un été où on ne fait pas de travaux. Si on veut que le réseau reste en bon état, si on veut que le réseau puisse accueillir du nouveau matériel roulant, se modernise, il faut continuer à faire des travaux sur le réseau. Donc, évidemment, ces équipes, elles vont toujours être présentes sur le réseau, mais pour faire les travaux de long terme qui sont nécessaires et ce qui permettra aussi progressivement de réduire cette maintenance du quotidien, parce que quand vous avez une ligne neuve avec un métro neuf, il a besoin de moins de maintenance qu'une ligne ancienne avec un métro ancien. Mais ça, il faudra encore attendre, alors que le personnel qui était là cet été, il était là tout de suite. Merci beaucoup Grégoire Delasteri pour toutes ces précisions. On espère qu'effectivement les moyens humains et financiers seront renforcés pour prolonger cette parenthèse olympique assez incroyable du côté des transports en commun. Maintenant, on va filer du côté de la route où, pour les automobilistes, on va pas se mentir, ça a été quand même plus compliqué cet été. Alors à quoi doivent-ils s'attendre dans les semaines à venir? On voit ça avec Sophie Béchir. Cet été, les automobilistes ont pu goûter le temps des Jeux à une fluidité record sur les axes de la capitale, et ce malgré les voies olympiques et le chaos attendu. Un moment de grâce qui a pris fin début septembre avec le retour massif des Franciliens sur les routes. Forcément, quand on réduit la capacité routière d'une ville, les automobilistes se reportent sur là où on peut rouler, en l'occurrence sur une 3 voies qui est fermée qui passe à 2 voies. Il faut faire passer le même nombre de voitures, donc forcément, ça ralentit. Et au moindre incident, on a des bouchons qui peuvent atteindre évidemment des pics. Des voies olympiques et paralympiques que la mairie de Paris veut pérenniser sur le périphérique pour les transformer en voies de covoiturage. Son but, réduire le nombre de voitures en circulation et limiter la pollution pour les riverains. Le périphérique porte très mal son nom, c'est pas du tout un périphérique, c'est une voie autoroutière en plein cœur de ville qui s'appelle le Grand Paris. Eh bien, ce type de voie ne peut plus continuer à perdurer comme ça, avec autant de pollution, autant de bruit. C'est faire rouler une autoroute. En bas de chez vous, c'est pas possible. Pour certaines associations d'automobilistes, ces voies de covoiturage sans autre mesure risquent au contraire d'augmenter les embouteillages. Le vrai frein à lever pour le covoiturage, pour qu'il se développe de façon suffisamment significative, c'est de répondre à l'incertitude, de pouvoir trouver une voiture le matin ou le soir, sur mon trajet ou pas trop loin, à n'importe quelle heure. Est-ce que cette voie olympique toute seule répond à cette problématique? Non.
La ville de Paris veut aussi limiter le trafic dans le centre de la capitale. Les zones piétonnes aux abords de la Tour Eiffel et sur la place de la Concorde pourraient elles aussi faire partie de l'héritage olympique. Bonjour Adi Karam. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Lime France. Avec vous, on va rester sur la route pour parler de ces cyclistes qui se sont multipliés comme les médailles françaises durant ces Jeux Olympiques. L'usage du vélo a littéralement explosé pendant la quinzaine olympique. Vélib a fait 31% de location en plus. Vous-même, 50% de plus. C'est considérable. Est-ce que vous avez été surpris par cet engouement? On a été surtout ravis par cet engouement. Ça fait plusieurs mois qu'on prépare la période des Jeux Olympiques. On a massivement investi, donc on a investi plus de 6 millions d'euros pour préparer ces Jeux Olympiques avec 5000 vélos supplémentaires et une augmentation de nos effectifs sur le terrain de plus de 30%, pour assurer aussi l'objectif de la ville de Paris de rendre ces Jeux 100% cyclables. Alors vous l'avez dit, votre flotte est passée durant cette quinzaine olympique de 10 à 15 000 vélos. Est-ce que vous allez conserver ces 15 000 vélos au-delà de la rentrée scolaire? En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Donc au 15 septembre, on va retirer l'ensemble des vélos supplémentaires, donc les 5000 vélos supplémentaires. Donc... Justement, pourquoi vous ne les conservez pas, ces 15 000 vélos, au-delà du 15 septembre? Il y a un engouement, vous avez des nouveaux utilisateurs? Nous, on souhaite certainement qu'il y ait un héritage dans ce sens-là, mais il y a aussi des enjeux de gestion d'espace public de la ville de Paris. Alors de la même manière qu'il y a eu plus de personnel en gare, dans les transports en commun pour... donner la bonne direction. Vous avez multiplié vos personnels, 25% de mécaniciens en plus, 30% de patrouilleurs en plus. Du coup, il y avait moins de vélos mal garés, il y avait moins de vélos en panne. Est-ce que ça aussi, vous allez garder cet héritage-là? L'investissement humain va suivre la tendance du marché. Donc, plus on a des opportunités de maintenir l'héritage des JO en termes de zone de service aussi, donc parce qu'on a élargi la zone de service aux villes limitrophes de Paris, notamment à Saint-Denis, à Versailles, à Nanterre, donc ça la va Défense. Rester ou pas? Colombe, on souhaite que ça reste. Mais ça ne sera pas le cas dans l'immédiat, donc c'est ça que je comprends. Ça ne sera pas le cas dans l'immédiat. Par contre, on va prendre le temps pour revoir l'approche avec ces différentes villes et assurer une intégration et idéalement une continuité de ces services-là dans ces villes. Alors plus globalement, l'usage du vélo a explosé pendant ces Jeux, plus 34% pour l'ensemble des cyclistes dans la capitale par rapport à la même période l'an dernier. C'est considérable. Pour vous, c'est conjoncturel ou structurel? Ce boom du vélo pendant les JO est dû à plusieurs facteurs. Déjà, c'est plusieurs années d'investissement de la ville de Paris dans les infrastructures cyclables. C'est aussi un apaisement de l'espace public avec moins d'accès aux voitures. Tout ça, ça permet donc aux primo-usagers de tester un mode de transport qui est beaucoup plus sûr avec des infrastructures dédiées. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs pendant la période des JO avec plus de 60 000 nouveaux utilisateurs pour notre service, qui continuent d'utiliser nos services post-JO. Merci beaucoup Adi Karam pour toutes ces précisions. Voilà, c'est la fin de cette émission, mais on espère que ce n'est pas la fin de cette parenthèse enchantée que nous avons tous vécue durant cette quinzaine olympique côté transport. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très très bon week-end et surtout, prenez soin de votre frige. Salut!